Bienvenue à Nuit criminelle, où chaque ombre cache une histoire. Ce soir, dans les ruelles tranquilles des villages d'Angleterre, une veuve tient un journal que personne n'était censé lire. Versez « Vous quelque chose de chaud » et laissez le mystère commencer. Le loquet en laiton de la porte de la salle paroissiale s'ouvrit brusquement au moment même où la voix du vicaire s'éteignait au milieu de son annonce. Comme prévu, les têtes se tournèrent vers l'intrus. La veuve, Madame Clarence Linden, enveloppée dans sa tunique noire et portant la pochette usée qu'elle portait toujours, une vieille peau de crocodile au fermoir terni, entra dans la réunion du comité des récoltes comme si de rien n'était. Elle ne s'excusa pas, esquissant un mince sourire, comme si sa présence était une bénédiction, non une interruption. Dehors, la bruine du début octobre claquait contre les vitraux, cette pluie anglaise insistante qui ne s'arrête jamais vraiment, ne s'arrêtant que pour reprendre son souffle. À l'intérieur, entre châles tricotés et sourcils froncés, un raidissement passager de posture, un jugement, un non-dit se fit entendre avant la reprise de la réunion. Miss Marple, assise tranquillement près de la théière, son tricot plié sur ses genoux, ne regardait pas la veuve directement. Elle le faisait rarement. Mais elle sentait, comme on sent la présence d'une araignée dans un coin de la pièce, que Madame Linden se préparait à quelque chose. C'était dans la façon dont ses doigts serraient trop fort le vieux sac à main. Ce sac, Miss Marple le voyait depuis des décennies. Mais ce soir, il semblait palpiter d'une intention silencieuse. Madame Price Ridley reprit son bavardage sur les banderoles et le vicaire hocha courageusement la tête. Mais le rythme de la salle avait changé. La veuve ne s'assit pas, elle se tenait au fond, ni vraiment participante, ni vraiment observatrice. Ses yeux, vitreux et fatigués, scrutaient le comité comme s'il maîtrisait un tableau. Arrivés devant Miss Marple, ils marquèrent une pause. Un instant. Puis elle se retourna et partit. Sans explication. Le seul bruit était celui de ses chaussures sur le linoléum, s'estompant dans le silence. Plus tard dans la soirée, alors que le comité se détendait autour d'un gâteau au madère rassis et d'un thé tiède, ce fut Madame Bantry qui en parla la première. Curieusement, dit-elle, avec son habituel mélange de malice et de joie, elle n'avait pas vu Madame Linden au dépôt de gerbes au monument aux morts la semaine dernière. Ça ne lui ressemblait pas de manquer une photo civique. Et elle était devenue bizarre depuis cette histoire avec le peintre qui séjournait au Red Lion. Comment s'appelait-il? Un étranger. Je faisais des portraits. Pas très flatteur non plus, à en croire la nièce de Madame Edgecombe. Miss Marple écoutait. Ce soir-là, le téléphone du presbytère sonna à 11h30. La gouvernante répondit, la voix crispée par la désapprobation. C'était le gendarme. Ils avaient trouvé Madame Linden affalée sur le sol de sa véranda, inconsciente mais vivante. Le gaz du vieux radiateur. Mais pas assez pour la tuer, Dieu merci. Un voisin avait vu la lumière et avait frappé. Une tentative de suicide, supposèrent-ils. Mais le plus étrange, dit l'agent de police sur ce ton neutre que les policiers de campagne adoptent lorsque la situation semble anormale, mais qu'on ne peut pas la nommer, c'est que quelqu'un avait soigneusement disposé le journal de la veuve Linden sur le bureau voisin, ouvert à une page datée de 3 semaines plus tôt. Il n'y avait rien d'écrit dessus, juste une violette pressée. Miss Marple s'installa confortablement dans son fauteuil, son tricot toujours sur ses genoux. La pluie avait repris de plus belle, glissant lentement et accusatrice sur les vitres de son salon. Elle ne parlait pas, mais ses yeux pâles et placides, expriment une sorte de prescience, ou peut-être de reconnaissance, car il y avait eu, bien des années auparavant, une affaire impliquant un journal ouvert et une fleur pressée entre ses pages. Non pas à St. Mary Mead,
mais dans le Northumberland. Et cette affaire s'était terminée d'une manière dont on préférait taire les propos, même si Miss Marple, bien sûr, s'en souvenait. Le lendemain matin, les villageois parlèrent de l'accident de la veuve avec cette sympathie contenue que l'on réserve aux personnes socialement ambiguës. Personne n'appréciait vraiment Madame Linden, mais elle avait toujours entretenu une maison propre et un ton courtois. Son défunt mari avait laissé une modeste succession, même si des rumeurs circulaient concernant de mauvais placements, la disparition d'un cousin et la révision d'un testament au dernier moment. Dans la rue principale, Madame Palck, chez l'épicier, parlait trop fort des chauffages au gaz et des dangers de la solitude. Mademoiselle Wetherby, de la pharmacie, baissait la voix pour suggérer des barbituriques. À la poste, les mots « troubles nerveux et déséquilibrés depuis la guerre » flottaient comme des banderoles mal accrochées. Mais le plus curieux, murmura la femme du vicaire plus tard dans la journée au presbytère, était que la page à la violette avait disparu. Lorsque le docteur Phillips vint examiner l'état de la veuve, le journal était déjà fermé et enfermé dans le sac à main au fermoir terni. Miss Marple, remuant son thé avec une lente précision, ne dit rien. Mais ses doigts s'attardèrent un instant sur la cuillère, comme pour remuer quelque chose de moins visible que du sucre. La cuillère à café marque une pause, le léger tintement sur la porcelaine se perdant presque dans le bruissement murmuré de la brise de l'après-midi, caressant les rideaux du presbytère. Miss Marple, assise au bout de la table à thé, avait cette expression particulière qu'elle avait lorsqu'elle n'écoutait ni ne rêvassait, mais classait tranquillement les détails dans un cabinet invisible d'habitudes humaines. L'épouse du vicaire, Grace Clément, faisait de son mieux pour paraître inquiète sans se livrer à des spéculations inconvenantes, une bataille perdue, comme c'était la coutume. « C'est terriblement triste, vraiment, » dit-elle, ajoutant un soupçon de citron dans sa tasse. Vivre seule avec cette horrible femme de chambre pour seule compagnie. On se demande si elle va mieux depuis un moment. Ses roses sont impeccables, murmura Miss Marple en prenant une fine tranche de madère. Le genre d'ordre qui n'accompagne généralement pas la confusion mentale. Madame Clément parut un instant troublée, puis inclina la tête en signe d'assentiment à contre-cœur. Pourtant, il est difficile d'imaginer ce qui a pu la pousser à un acte aussi désespéré. Vous avez entendu parler du journal, n'est-ce pas ? Le journal faisait déjà l'objet de multiples théories. À la boulangerie ce matin-là, Madame Chittenden avait suggéré qu'il s'agissait d'une sorte de lettre de suicide, bien qu'aucune lettre n'ait été lue à voix haute. Au Red Lion, où M. Ruddle tenait le bar avec la curiosité d'un homme né pour le secret, l'opinion penchait plutôt pour le chantage, le journal étant l'outil ou l'arme, selon le passé sur lequel on choisissait de ruminer. Elle était toujours mêlée à tout, vous savez, poursuivit Madame Clément. La guilde des femmes, l'audit paroissial, ce tableau désastreux de la moisson. Et son mari, paix à son âme, n'a jamais approuvé qu'elle accueille des pensionnaires après la guerre. Ce peintre, comment s'appelait-il ? Sandor, ou quelque chose de continental. On remarquait combien de temps il restait. 2 mois et 1 semaine, dit Miss Marple doucement. Madame Clément cligna des yeux. Bon sang, vous vous souvenez de certaines choses. Je me souviens de choses étranges, sourit doucement Miss Marple. Ce sont généralement les seules choses qui méritent d'être rappelées. Tandis qu'il sirote, les cloches de l'église sonnaient la demi-heure, un rythme lointain et irrégulier qui rappelait toujours à Miss Marple un enfant sautant à la corde avec une chaussure plus lourde que l'autre. Un coup à la porte marqua l'instant. C'était Madame Palck, du marchand de légumes, le visage rouge et essoufflé. Son tablier était humide, ses boucles aplaties par l'air moite. Elle apportait de la rhubarbe et les dernières rumeurs de la Grand-Rue. On dit qu'elle a verrouillé le journal elle-même, confia-t-elle après avoir déposé son panier. Le docteur Phillips a dit à sa sœur qu'elle était mariée à M. Kent à la banque,
vous savez, et elle a dit qu'il avait trouvé le fermoir fermé et la clé toujours sur son cordon, autour de son cou. C'est étrange, non? Essayer d'en finir, mais s'arrêter pour ranger d'abord. Madame Clément murmura quelque chose de vague, les sourcils légèrement froncés. Miss Marple ne dit rien. Et pourtant, une pensée lui traversa l'esprit. Pas une conclusion, jamais ça, mais une légère inclinaison vers quelque chose qu'elle n'avait pas encore formulé. Un souvenir, peut-être, ou un écho. Les gens, dans les cas extrêmes, n'agissent pas toujours logiquement, mais ils agissent comme eux-mêmes. Plus tard dans la journée, elle fait le long chemin du retour, passant devant le cottage des Linden, une petite demeure guindée aux fenêtres trop propres et aux capucines disposées en rangées militaires. Une propriété modeste, bien entretenue. Mais il n'y avait aucun doute sur la faible trace de moisissure sur le rebord inférieur de la véranda, comme si quelque chose commençait à se transformer à l'intérieur. Un agent de police s'attardait près du portail, tripotant sa casquette. Miss Marple ne s'arrêta pas. Elle remarqua simplement le temps qu'il passait à fixer la poubelle et le fait que les rideaux de la cuisine, en chintz à fleurs, presque blancs, étaient à moitié tirés, malgré l'heure. Le lendemain matin, le journal arriva. Rien en première page, bien sûr, mais dans l'encart du village, une colonne de 2 pouces. Une veuve locale subit un accident apparent, Madame Clarence Linden, résidente de longue date de St. Mary Mead, et veuve de son avocat. Clarence Linden a été retrouvée inconsciente à son domicile mardi soir. La police soupçonne un chauffage au gaz défectueux. Le docteur Phillips déclare son état stable. Aucun acte criminel n'est suspecté pour le moment. Aucun soupçon. Pour l'instant. À la poste, la file d'attente pour les timbres était plus longue que d'habitude, les gens profitant des courses pour s'attarder par curiosité. Monsieur Finch, l'employé de banque, remarqua que la situation financière de Madame Linden était devenue inhabituelle ces derniers temps. Il n'avait évidemment pas de détails, mais les personnes à l'écriture soignée et au caractère vif ne demandaient généralement pas de retrait d'espèces en petites coupures 3 fois en 2 semaines. Mademoiselle Hartnell renifla et se demanda à haute voix si la nièce de la veuve, celle qui était descendue de Bath et était partie en colère l'année dernière, ne ferait pas une réapparition gênante. « On en revient toujours à la famille », a-t-elle déclaré avec certitude. Mais Miss Marple n'en était pas certaine. Personne n'avait demandé ce qu'il était advenu du journal après qu'il ait été mis sous clé. Personne n'avait demandé si la violette pressée, si délibérément entre les pages, avait été choisie pour une raison. Et tandis que Miss Marple s'arrêtait devant sa porte, le soleil perçant faiblement les nuages, elle se souvint d'autre chose, le peintre. Monsieur Sandor. Il avait peint 3 portraits durant son séjour. L'un des épouses du pasteur, l'un des garçons de l'épicier, et, d'après la rumeur, celui de la veuve elle-même. Mais on n'en avait jamais vu que 2. Les nuages avaient recommencé à s'amonceler lorsque l'agent Dodds fit son 2e passage sur Church Lane, son vélo protestant faiblement, à chaque coup de pédale, hésitant. Il n'était pas, de nature, curieux, ni particulièrement énergique, mais quelque chose dans l'affaire avec Madame Linden lui avait piqué la gueule, et pas seulement parce que le commissaire Slack s'y était personnellement intéressé. Le concierge était arrivé par une rafale de vent ce matin-là, tout juste sorti d'un cambriolage à Mush Benham, et avait flairé l'affaire Linden avec tout l'enthousiasme d'un homme à qui on tend une bouchée de pain. Aucune trace d'effraction, avait-il dit devant le poêle en fonte des Linden, les mains jointes dans le dos comme un oncle désapprobateur. Aucune trace de vol. Le chauffage au gaz s'était arrêté. La vieille dame était peut-être déséquilibrée, et je vais perdre une demi-journée à écrire une fleur dans un foutu journal intime. Le docteur Phillips avait murmuré quelque chose à propos de la fragilité de la veuve. Slack grogna.
L'agent Dodds avait voulu mentionner la page, car elle avait été laissée ouverte avec tant de précision, non pas pour la semaine en cours, mais pour plusieurs dates antérieures, et pour la violette, qui ne poussait ni dans le jardin de la veuve, ni nulle part dans la région en octobre. Mais le concierge avait déjà commencé à marmonner des choses à propos du thé, et s'en alla sans autre encouragement. À l'intérieur du cottage, une femme de chambre d'âge indéterminé et de caractère maussade essuyait les surfaces avec un tel ressentiment que Miss Marple, qui avait franchi le seuil avec la plus douce des questions, se sentit obligée d'offrir son aide avec la bouilloire. « Je suppose que c'est un peu pénible », dit-elle doucement en rinçant 2 tasses à l'eau tiède. « Prendre soin de quelqu'un qui est malade. » La jeune fille, Mira, lui lança un regard critique et circonspect. Elle n'avait pas toujours été comme ça, jusqu'à sa mort. Ensuite, ce furent les sautes d'humeur, les murmures et les choses cachées. Je lui ai dit que je retournerais à Brighton, mais elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui connaisse la maison. Je crois qu'elle voulait dire quelqu'un qui ne poserait pas de questions. Miss Marple s'essuya lentement les mains. Il existe de nombreuses sortes de questions. Celles qu'on ne pose pas à voix haute peuvent être les plus pressantes. Mira ne répondit pas, mais ses lèvres se crispèrent. Elle se remit à essuyer un plan de travail impeccable. La véranda où Madame Linden avait été retrouvée était plus froide que prévu, le chauffage étant débranché, l'air encore légèrement teinté d'une odeur métallique. Une chaise au coussin brodé avait été renversée. Sur le bureau, vide désormais à l'exception d'un encrier et d'une enveloppe, se trouvait le sac à main en crocodile. Le regard de Miss Marple s'attarda. La porte était fermée, sans fermoir apparent, mais pas verrouillée. « Tu ne l'as pas ouvert ?» demanda-t-elle doucement. La fille hésita. Elle l'avait fait une fois, après qu'il l'ait emmenée, espérant peut-être qu'il y aurait une liste de ce dont elle avait besoin, ou quelque chose comme ça. Elle déglutit. Il n'y avait rien dedans. Enfin, rien d'inattendu. Pas même un sac à main. Qu'y avait-il à l'intérieur? Mira cligna des yeux. Juste une photo, déchirée, et un peu de dentelle. Sa voix baissa. Et une fourchette en argent. Une des belles de la parure de mariage. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Puis elle s'avança dans le coin le plus éloigné de la véranda, où une rangée de fougères en pot imitait modestement la jungle. Les fenêtres claquaient faiblement dans leurs encadrements. De là, le village paraissait parfaitement paisible, le clocher. Les toits de chaume, la géométrie nette et sereine de la vie anglaise. Et pourtant, sous tout cela, quelque chose bourdonnait toujours. Sur le chemin du retour vers la grande rue, elle passe devant le bureau de poste où M. Finch fermait ses portes. Il hocha brièvement la tête et sembla s'apprêter à traverser la rue, mais s'arrêta net. « Trop d'affaires », a-t-il appelé. Franchement, ce n'était pas inattendu. Elle était agitée depuis des semaines. Elle a mentionné être venue au sujet de la pension de son mari et a dit qu'elle n'arrivait pas correctement. Bien sûr que si. Je lui ai montré les chiffres moi-même. Mais elle ne m'a pas cru. Miss Marple pencha la tête. C'est intéressant. L'anxiété financière peut prendre de nombreuses formes. A-t-elle mentionné quelqu'un pour la conseiller? Un avocat, peut-être? Curieusement, oui. Finch fronça les sourcils. Elle dit avoir trouvé quelque chose que son mari avait laissé derrière lui. Un codicille, je crois. Un peu dramatique, en fait. Et probablement absurde. Peut-être, dit Miss Marple. Mais ses pensées étaient ailleurs. Ce soir-là, tandis que le crépuscule s'abattait doucement sur la pelouse, elle posa son tricot et examina la seule photo qu'elle possédait des Linden, un cliché granuleux de la foire paroissiale. Madame Linden portait un large chapeau, son mari à ses côtés, tenant une coupe de champagne d'un angle qui la rendait presque accusatrice. À l'arrière-plan, partiellement caché, se tenait un jeune homme, une sacoche de peintre en bandoulière. Miss Marple fixait la silhouette.
L'angle, la posture, le regard indifférent vers l'objectif. Elle se souvenait maintenant de lui comme de Sándor, l'artiste qui avait souri trop facilement et était resté trop longtemps. Mais ce dont elle se souvenait le plus était quelque chose qu'elle n'avait pas vu jusqu'à ce moment-là, Madame Linden, sur cette même photo, fixant non pas l'objectif, mais lui. Elle replia la photo dans son enveloppe avec un soin cérémoniel, comme pour préserver non seulement le papier, mais aussi le résidu non dit. Le crépuscule avait laissé le village en silhouette. De la fenêtre de son salon, Miss Marple distinguait tout juste la silhouette de l'agent Dodds, qui parlait à quelqu'un près du portail du cottage des Linden. Non pas la servante renfrognée, cette fois, mais une silhouette plus grande, au col raide et à la démarche vive et pincée d'un homme qui avait toujours eu du ressentiment envers sa conscience. Monsieur Edmund Trulove. C'était un avocat de réputation moyenne et d'une grande suffisance, qui exerçait à Much Benham, mais aimait être considéré comme un homme du coin. Son défunt oncle avait été conseiller juridique des Linden, et Trulove, toujours avide d'hériter de l'autorité, sinon du mérite, s'était autoproclamé gardien de leurs affaires depuis la mort de Clarence Linden. Miss Marple l'avait toujours trouvé trop soigné, un homme qui repassait les bords de ses conversations avec autant de soin que ses revers de veste. Il ne présentait aucun pli visible, ce qui était en soi suspect. Le lendemain matin, son nom était sur toutes les lèvres. Au salon de coiffure de Madame Martin, temporairement relocalisé dans la salle paroissiale pendant le remplacement du chauffeur Sir C.O., la question de la visite de M. Trulove était discutée sous les cagoules et les bigoudis avec la révérence habituellement réservée au couronnement ou au scandale. On l'a vu porter un dossier, marmonnant Madame Palck, ses boucles dans des papillotes. Un rouge. Rouge, c'est pour les successions, non? Mademoiselle Wetherby n'était pas d'accord. J'ai vu des dossiers bleus de ce cabinet, et il s'agissait d'affaires de divorce. Le rouge pourrait signifier quelque chose de plus confidentiel. Ou quelque chose qu'elle menaçait de révéler, ajouta Madame Price Ridley, dont le ton suggérait toujours une audience privée avec la vérité. Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, faisant semblant de crocheter, gardait les yeux fixés sur la pluie qui glissait sur la vitre. La pensée qui avait doucement germé au fond de son esprit prit alors la forme d'un bourgeon qui s'épanouissait. Si Madame Linden avait trouvé un codicille oublié, ou avait prétendu qu'elle aurait pu se sentir enhardie, mais si quelqu'un d'autre savait qu'il n'existait pas, ou pire, qu'il existait et le savait, alors la pression serait là, et la pression, appliquée à une femme comme la veuve, fière, réservée, vaniteuse à la manière fragile des femmes dont la valeur est depuis longtemps passée sous silence, pourrait la pousser au désespoir ou la rendre dangereuse. Plus tard dans la journée, dans le jardin du presbytère où une brise inhabituellement douce avait incité le groupe de dames à prendre le thé sous la tonnelle, Miss Marple se retrouva à nouveau aux côtés de la femme du vicaire. Cette fois, avec la compagnie supplémentaire de Madame Edgecombe, une nouvelle arrivée au village qui avait remplacé le silence de son mari par une richesse d'observation. « Je n'ai jamais aimé cet avocat », dit sèchement Madame Edgecombe. « Il est venu une fois chez nous, à cause d'une haie, et il m'a traité comme une aide cuisinière. Il tapait toujours sur son stylo, il regardait toujours sa montre. Ce n'est pas de l'humilité, vous savez. C'est un calcul. » Grâce Clément sourit faiblement. Il semble aimer gérer les choses. « Eh bien, il a réussi quelque chose hier, c'est sûr, » marmonna Madame Edgecombe. « On l'a vu quitter la maison de la veuve avec son sac à main. » Miss Marple leva les yeux. « Es-tu sûre ? J'ai une bonne vue. Et il n'y a qu'un seul sac à main dans le comté avec ce fermoir ridicule. Je l'ai remarqué quand elle l'a apporté à la guilde des mères. Comme un accessoire de théâtre. Il le tenait par la bandoulière avec 2 doigts comme s'il allait exploser. Il y eut un silence. Pas vraiment de choc, mais le genre de pause qui survient
lorsque le décor d'une situation change subtilement. Miss Marple sirotait son thé. Peut-être le livrerait-il à la gare? Alors pourquoi ne pas le rapporter 20 minutes plus tard? Demanda Madame Edgecombe avec un petit rire sec. Il s'approcha de la porte de derrière et le laissa sur le perron. La tasse de Miss Marple s'immobilisa en plein vol. Un mouvement aussi léger qu'une aile de papillon, mais chargé de sens. Ce soir-là, de retour dans son salon, elle écrivit une courte note au docteur Phillips, lui demandant dans les termes les plus délicats et les moins accusateurs s'il avait vu ou manipulé le sac à main lui-même, ou s'il avait simplement pris sa présence sur le bureau pour acquise. La réponse, quand elle est arrivée par messager juste après le dîner, était brève, chère Miss Marple. J'en ai examiné le contenu uniquement à travers ce que Myra avait posé sur la table, le sac lui-même était fermé à mon arrivée. Je supposais, peut-être à tort, que le journal avait été récupéré auparavant. Maintenant, je me demande. Bien à vous, dans la perplexité, Phillips. Elle plia le mot, l'aplatir et le plaça à côté de la vieille photo de la foire paroissiale. La lumière de la lampe de table reflétait l'encre délavée de la sacoche de l'artiste, qui semblait maintenant, curieusement, pointer non pas loin des Linden, mais vers eux. Miss Marple chercha à nouveau son tricot, mais ses mains restèrent immobiles. Quelque chose commençait à défaire, non pas la laine, mais le motif. Le feu s'était éteint dans l'âtre de Miss Marple, projetant de longues ombres ambrées sur les bergères en porcelaine et les aquarelles délavées. Elle était assise, immobile, le silence du cottage n'étant troublé que par le bruit occasionnel d'une braise et le faible murmure de la radio, discrètement branché sur le récital du soir. Mais son esprit était ailleurs, s'aventurant dans quelque chose d'à moitié vu, à moitié ressenti. Le journal intime de la veuve avait disparu. Le sac à main avait brièvement quitté la maison, entre les mains d'un homme qui en revendique la garde légale. Et une violette, imprimée comme une signature sur une page vierge, n'avait rien à faire en octobre. Dehors, la cloche de l'horloge du village marquait 9 heures, et avec elle arrivait le tapotement pas prudent sur le chemin du jardin. Un instant plus tard, Miss Marple ouvrit la porte et trouva la jeune Myra, la servante du cottage des Linden, debout, son écharpe enroulée autour du menton et un air de défi aigre sous son bonnet tricoté. « Je ne devrais pas être là, » dit-elle aussitôt, « mais je suis venue parce que je pensais que tu m'écoutais attentivement. » Miss Marple s'écarta sans un mot et la conduisit dans le salon, où une deuxième tasse de thé se trouvait déjà sur le plateau. Une anticipation silencieuse, jamais mentionnée. Ce n'était pas un suicide, dit Myra sans préambule. Elle avait peur. Elle ne l'a pas dit à voix haute, pas comme ça. Mais j'ai vu ses mains. On sent la peur à la façon dont on serre trop fort un châle, comme pour retenir quelque chose. Miss Marple versa le thé avec précaution, en regardant la vapeur s'élever. Que penses-tu qu'elle craignait? Myra hésita. Quelque chose d'avant, de l'époque où ce peintre était là. Un soir, elle veilla après la réunion du collège, bien après mon coucher. Je descendis chercher un verre d'eau et la vis brûler quelque chose dans l'âtre. Des lettres, je crois. Mais elle avait oublié d'ouvrir le conduit et la fumée était partout. Elle pleurait, mais quand elle me vit, elle fit comme si de rien n'était. Elle dit qu'elle avait renversé de la confiture sur une déclaration d'impôt. Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Une curieuse excuse pour un incendie. Elle n'était plus elle-même après. Elle avait commencé à verrouiller ses tiroirs, à cacher des choses sous des coussins. Ce journal était sa béquille. Elle ne passait jamais une journée sans y écrire, mais vers la fin, elle le fixait, comme s'il contenait quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Myra sortit un morceau plié de la poche de son manteau. « Je n'aurais pas dû le prendre, » dit-elle rapidement, « mais je pensais que si elle s'était fait quelque chose, quelqu'un devait le savoir. » Miss Marple prit le feuillet plié.
C'était une simple page de journal, soigneusement déchirée le long de la spirale, datée du 13 septembre en haut. L'inscription était brève. Pas de nom. Juste une ligne d'écriture ferme et précise. Le portrait a disparu. Mais il a dit avoir peint la vérité, et c'est ce qui l'a effrayé. En dessous, au crayon pâle, comme si une autre note était reconsidérée. Si Edmond le découvre, il ne me pardonnera jamais. Miss Marple lut les lignes 2 fois, ses doigts se resserrant légèrement sur le bord de la page. Quand elle leva les yeux, Mira était déjà debout. « Je dois y aller. Si quelqu'un savait que j'étais passé par là. »« Bien sûr, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez accompli une tâche difficile et courageuse. » Après son départ, Miss Marple retourna près du feu, fixant les braises ternes. Le nom d'Edmund se blottissait désormais à côté d'une série de vérités à demi dites, un codicille que personne n'avait vu, un portrait disparu que personne n'avait avoué, et un homme qui avait emporté un sac à main, peu après qu'une femme eût failli mourir d'une intoxication au gaz. Elle sortit son vieux carnet de coupures, une habitude qu'elle avait depuis des années. Elle y découpait des nécrologies, des annonces d'animaux perdus et des curiosités du village. Vers la fin, elle trouva ce qu'elle cherchait dans une critique du Much Benham Courrier, datée d'avril dernier. Un artiste hongrois apporte un réalisme saisissant à St. Mary Mead. Il y avait une photographie, granuleuse mais suffisamment nette. Elle montrait M. Sandor, le peintre, debout à côté d'une toile volontairement tournée vers l'objectif. Seul le coin du cadre était visible, orné, doré et manifestement déplacé dans la modeste exposition paroissiale. Un détail, un éclat. Mais ce qui attirait son regard, c'était la forme de l'objet dans la main de l'artiste, non pas un pinceau ou une palette, mais une boîte à cigarettes. Un objet cabossé sur le bord. Elle se souvenait de cette boîte. Il y a des années, il était posé sur le bureau de Clarence Linden, cadeau de mariage d'un cousin parisien. Il l'avait conservé par sentiment, même après avoir arrêté de fumer. Et maintenant, il était niché entre les mains d'un homme qui était venu et reparti trop discrètement. Miss Marple se renversa dans son fauteuil, les yeux mi-clos. Si le peintre avait effectivement capturé quelque chose de gênant, de trop sincère, alors quelqu'un aurait pu considérer ce portrait non pas comme une œuvre d'art, mais comme une preuve. Ce qui la dérangeait le plus était de réaliser que la vérité, même peinte, pouvait encore être effacée. Elle se leva tôt, avant que la bouilloire ne soit vraiment posée sur le feu et que le village ne se soit dissipé. St. Mary Mead était encore prise dans cette heure fragile, où les secrets semblaient plus lourds qu'à midi. Miss Marple s'habille avec une économie délibérée, choisissant son châle gris, celui bordé de bleu pâle et ses chaussures de pluie, bien qu'il n'ait pas encore plu. À 8h30, elle était devant le cabinet True Love and Peak Solicitors, un immeuble à la façade géorgienne de Much Benham, dont le lierre était trop symétrique pour être accidentel. Une employée nerveuse l'accueillit, puis s'éloigna, comme si sa présence calme était porteuse d'un charme contagieux. Edmund Trelove n'avait pas l'air surpris de la voir. « Mademoiselle Marple ?» dit-il en se levant sans tendre la main. « C'est un plaisir, même si j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour des plaisanteries. » Elle le regarda sans sourire. « Pas tout à fait, non. » Il a fait signe vers une chaise. « J'imagine que vous êtes au courant des derniers développements. »« J'essaie de suivre, » murmura-t-elle en s'installant proprement. Il y eut un silence. Les murs autour d'eux semblaient s'incliner avec une solennité légale. Sur son bureau se trouvait une enveloppe marron, scellée mais portant la courbe familière du blason Linden, un monogramme datant d'une époque où les monogrammes avaient du poids. Comme vous le savez, j'ai eu affaire au défunt mari de Madame Linden, a dit Trulove. Des affaires courantes, pension, dotation, ce genre de choses.
Mais juste avant l'incident, elle a demandé à la rencontrer. En urgence, elle a prétendu avoir trouvé quelque chose. Un document que son mari avait caché. Un codicille. Elle n'employa pas ce terme, répondit-il trop vite. Mais le sous-entendu était clair. Elle avait l'impression qu'on lui avait caché quelque chose. « Et tu l'as eu ?» Il hésite. Aucun document de ce genre ne figurait dans les archives officielles. Rien n'était enregistré au greffe. Mais bien sûr, tout n'est pas toujours enregistré. Miss Marple pencha la tête. Non, vraiment. Il se renversa en arrière, la lumière du matin éclairant les rides subtiles de ses tempes. Franchement, elle était devenue paranoïaque, persuadée que quelqu'un surveille la maison. Elle était instable. Je lui ai conseillé de se reposer, peut-être de demander de l'aide. La guerre a touché beaucoup de gens, vous savez. Un curieux mouvement de sympathie, monsieur Trulove, dit mademoiselle Marple d'une voix douce. On ne donne pas souvent des conseils professionnels en même temps qu'on remet en question la santé mentale d'un client. Ses yeux clignotent. Elle laisse le silence s'installer avant de reprendre la parole. J'ai cru comprendre que vous aviez emprunté le sac à main de madame Linden. Je le lui ai rendu, a-t-il rétorqué, puis il a rougi. Autrement dit, elle l'avait oublié pendant notre rencontre. Je l'ai rapporté. Il ne contenait rien d'intéressant. « À vous, peut-être, » dit doucement Miss Marple. Trulove se leva. Ça vire à l'insinuation. Elle sourit avec une douceur qui n'en était pas. « Non, monsieur Amour. C'est juste une observation. Ceux qui prétendent régler les problèmes oublient souvent que certains fils n'étaient pas faits pour être tirés. » Elle se leva et rassembla ses gants. « Bonjour ?» Il n'a pas répondu. De retour à St. Mary Mead, elle s'arrêta à la salle paroissiale où la guilde des femmes préparait des cantiques pour la messe du dimanche. Madame Edgecombe était plongée jusqu'au coude dans les lits sans papier, mais se redressa en la voyant. « Il y a un jeune homme qui s'enquiert du portrait, » murmura-t-elle dès que Miss Marple fut assez près. « Il vient d'arriver, étranger, en manteau élégant, le regard un peu fou. Il a dit qu'il cherchait l'œuvre de son oncle. Il voulait dire « Sander ». La description était vague, mais Miss Marple remarqua que cette phrase était toujours dans les mémoires. Elle le trouva debout près du tableau d'affichage, essayant de ne pas paraître déplacé. Il échoua. Le chagrin l'avait plié en deux. Miss Marple, dit-il, surpris mais soulagé. « Vous le connaissiez ?»« Je le connaissais, » répondit-elle. « Et toi ?»« Laszlo Sander. Je suis son neveu. Il est décédé à Vienne le mois dernier. » Sa voix s'est brisée. Il a parlé d'une femme ici. Il a dit qu'un de ses tableaux n'est jamais rentré chez lui et que cela aurait de l'importance. Un jour. C'est la dernière chose qu'il m'a dite. Elle l'observa. Ses yeux étaient toujours aussi troublés, honnêtes, mais prudents. « Il a peint plusieurs portraits ici, » dit-elle. Seuls 2 ont été retrouvés. Le 3e a disparu. Laszlo hocha la tête. Il me dit que ce n'était pas qu'un portrait. C'était une confession. Il dit qu'elle révélait quelque chose qu'elle n'avait pas voulu dire. Mais une fois peint, on ne pouvait plus le défaire. Les doigts de Miss Marple se resserrèrent autour de la poignée de son réticule. « Vous êtes... » Il dit où il était ? Il hésite. Il dit simplement que c'était un endroit trop respectable pour regarder en dessous. La phrase flottait entre eux comme une brume. De retour dans son salon ce soir-là, Miss Marple regarda une fois de plus la photo de la fête paroissiale. Cette fois, son attention fut attirée non pas par les gens, mais par le mur de briques de la salle paroissiale en arrière-plan. Une caisse en bois, presque imperceptible, y était appuyée. Sur le côté, en lettres blanches écaillées, était inscrit « Propriété de la paroisse St. Mary Mead. Débarras 2B ». Elle se leva lentement, l'air autour d'elle étant froid malgré le feu. Quelque part, non loin de l'endroit où l'on versait le thé et où l'on arrangeait les hymnes, un tableau l'attendait, un tableau qu'on ne voulait pas voir, car le voir
reviendrait à nommer ce que personne n'osait murmurer. Miss Marple avançait prudemment dans le couloir derrière la salle paroissiale, ses pas assourdis par le lino, ses doigts gantés effleurant les murs de briques peints avec une familiarité silencieuse. Ce passage était rarement utilisé pour les livraisons de fleurs et les recueils de cantiques oubliés, mais elle l'avait emprunté à maintes reprises au fil des ans. Elle s'arrêta devant la deuxième porte à gauche. Une inscription pâle sur une plaque, à moitié écaillée par le temps, indiquait encore « Réserve 2B ». La porte était déverrouillée. À l'intérieur, l'odeur était chargée de poussière et de vieux cirage. Des livres de cantiques empilés, des banderoles en carton, une table à tréteaux cassés, les détritus d'innombrables fêtes et soldes de Pentecôte formaient des barricades improvisées. Il lui fallut quelques instants pour apercevoir l'objet poussé derrière une pile de chaises pliantes, enveloppé maladroitement dans un drap qui avait autrefois servi de drapeau britannique. Elle le retira, délicatement. Le cadre était plus lourd que prévu. Feuilles d'or, les coins éraflés. La toile était tournée vers l'intérieur, protégée, ou peut-être cachée. D'une main prudente, elle la retourna. Le portrait de Madame Clarence Linden le fixait en retour. Mais ce n'était pas la version où le village se souvenait de la veuve, aux cheveux laqués et aux perles soignées. C'était une représentation impitoyable de la mâchoire serrée, de la bouche légèrement tombante, de la prise trop ferme sur l'accoudoir d'un fauteuil. Ses yeux, cependant, capturent toute pensée, non pas parce qu'ils étaient accusés, mais parce qu'ils imploraient. À l'arrière-plan, faible mais délibéré, se dessinait la silhouette d'une autre silhouette, à peine discernable, un manteau d'homme accroché au dossier d'une chaise. Ni porté, ni réclamé, juste un cadeau. Miss Marple s'approcha. Il y avait autre chose. Dans le coin inférieur droit de la toile, griffonné non pas à l'huile, mais légèrement gravé dans la peinture, figuraient 4 initiales. C.L. S.S. Elle resta immobile un long moment, la poussière se déposant autour d'elle comme de la neige. Puis elle recouvrit le tableau et retourna dans le couloir. La porte claqua doucement derrière elle. Dehors, le village commençait à s'animer. Chez le boulanger, l'odeur des scones chauds se répandait dans l'air matinal. À la pharmacie, les volets étaient levés. Et au cottage des Linden, une voiture noire immatriculée à Londres était au ralenti juste derrière le portail. Le docteur Phillips se tenait à côté, discutant avec quelqu'un partiellement caché par la haie de lilas. Lorsque Miss Marple s'approcha, son expression se raidit. « Mademoiselle Marple » dit-il d'un ton poli et tendu. « Avez-vous reçu mon mot ?»« Je l'ai fait » a-t-elle dit, « et je l'ai pris à cœur. » Il jeta un coup d'œil à la voiture. On a eu un développement. L'homme à côté de lui s'avança. Il était plus jeune que prévu, vêtu d'un pardessus anthracite et affichait l'air pincé et méfiant de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles difficiles. « Je suis l'inspecteur Forbes. On m'a demandé d'intervenir. L'état de la veuve s'est aggravé, elle a repris connaissance brièvement et a marmonné quelque chose d'incohérent, mais inquiétant. Le docteur Phillips a estimé qu'il valait mieux procéder avec prudence. »« Troublant en quoi ?» demanda doucement Miss Marple. L'inspectrice hésita. Elle dit, très clairement, « Je ne savais pas qu'il l'avait gardé. » Puis elle se mit à pleurer. Elle dit, « L'homme au manteau, celui qui n'aurait pas dû revenir. » Puis elle perdit connaissance. Le docteur Phillips hocha la tête. Cela pouvait vouloir dire n'importe quoi. Ou rien du tout. Les hallucinations ne sont pas rares. Le regard de Miss Marple se porta vers les fenêtres de la véranda. « Et le sac à main ?»« Il a disparu, » dit l'inspecteur. « Complètement disparu. Mira insiste qu'il était près de la cheminée hier. Mais il a disparu maintenant. » Le docteur Phillips a ajouté. « Elle est catégorique, elle ne l'a pas déplacé. » Miss Marple ne parla pas pendant
un moment. C'est une chose curieuse, dit-elle finalement, lorsqu'une femme s'accroche à un objet pendant des années et que celui-ci disparaît dès qu'elle commence à parler. L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous pensez que c'est important ? Je pense que les gens cachent rarement ce qui n'a pas de sens, » répondit-elle. Plus tard dans l'après-midi, alors que les cloches de l'église sonnaient le quart d'heure, un frémissement parcourut le village. Mira, la servante, avait disparu. Son vélo a été retrouvé abandonné dans la rue près de Eastgate, la chaîne cassée, le panier de travers. Aucune trace de bagarre. Mais l'implication, une fois de plus, planait comme un rideau avant un changement de décor. Au Lion Rouge, des murmures fusèrent dans le petit salon. Madame Chittenden jura avoir vu la jeune fille se disputer avec quelqu'un 2 jours plus tôt. Quelqu'un qui n'était pas du village, même si elle ne se souvenait d'aucun visage. À la poste, mademoiselle Weatherby raconta comment Mira avait récemment demandé un mandat. Nerveuse, avait-elle dit, et bien trop nerveuse pour quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Miss Marple écoutait, toujours à l'écoute. À la tombée de la nuit, elle s'assit de nouveau dans son salon, le malaise se faisant sentir comme une brume contre les fenêtres. Quelque part, entre le sac disparu, le nom murmuré dans la bouche fiévreuse de la veuve et le tableau non signé, une vérité se mouvait, ni bruyante, ni même pleinement définie, mais indéniablement émouvante. Et dans la cheminée, sous la grille, elle aperçut enfin un morceau de papier brûlé plié, à moitié coincé dans l'espace entre le charbon et la cendre. Elle prit le tisonnier et le souleva délicatement. Au dos, dans une écriture qu'elle reconnut comme celle de Madame Linden, il y avait 2 lignes. Le tableau racontait une histoire que je ne pouvais pas raconter. Mais il a fait en sorte que personne ne la voie. Si vous trouvez cela, je n'ai jamais voulu me taire. Miss Marple plia le papier brûlé avec une fermeté qui trahissait le flot de résolution qui flottait sous son châle. Elle le glissa dans une enveloppe bleue, celle réservée aux petits mots de Noël, et le glissa entre les pages d'un almanach de jardinage que personne n'emprunte jamais à la bibliothèque de près. Il n'était pas encore temps de le montrer, pas avant de comprendre qui était ce « il » et ce qu'il craignait précisément de voir. Les cloches de St. Mary Mead sonnèrent 6 heures. Une fine brume s'était levée à nouveau, s'enroulant autour des chaumières et des haies. Dans la lumière déclinante, le village paraissait agréablement ordinaire. Portes fermées, lampes allumées, l'illusion d'une sécurité bien ancrée dans ces ruelles bien entretenues. Mais Miss Marple savait que la sécurité était plus fragile lorsqu'on la soupçonnait le moins. Elle se dirigea lentement vers le presbytère, soi-disant pour rendre une assiette, même si Grâce Clément savait qu'il n'en était rien. L'assiette était une courtoisie, la conversation, un mécanisme. À l'intérieur, Madame Clément rangeait les graines de pois de senteur par couleur. Elle accueillit Miss Marple avec son habituelle hospitalité, mais une certaine tension transparaissait dans la façon dont ses mains s'attardaient sur les enveloppes comme si elle les arrangeait pour former une histoire qu'elle n'était pas prête à raconter. « On dit que la bonne s'est enfuie, » dit-elle enfin. « C'est affreux. » Elle semblait toujours troublée, mais pas malhonnête. Miss Marple posa délicatement l'assiette sur le buffet. Les gens partent lorsqu'ils se sentent observés et ignorés. Pas forcément par culpabilité. Pourtant, dit Grâce prudemment, on se demande ce qu'elle a vu, ou peut-être ce qu'elle a pris. Miss Marple sourit faiblement, ou plutôt ce que quelqu'un craignait qu'elle dise. Le vicaire, qui venait d'arriver avec son courrier, entendit la remarque et haussa les sourcils. « Tu as toujours eu une façon de suggérer des choses, sans vraiment accuser qui que ce soit, » dit-il d'un ton léger. « C'est plus sûr comme ça, » répondit-elle, « et plus révélateur. » Elle prit son thé et changea de sujet pour parler des bulbes. Mais elle observait,
tout du long le malaise grandissant sous les bonnes manières du recteur, ses hésitations, sa soudaine attention. Lui, comme tout le monde, se demandait ce qui se cachait derrière ces surfaces bien rangées qu'ils tenaient tous pour acquises. Plus tard dans la soirée, Miss Marple envoie Nakoa une courte invitation, rédigée avec précision, à Edmund Truelove. Elle la fit remettre en main propre par l'intermédiaire de Peter, le neveu du pasteur, qui ignorait totalement le théâtre silencieux auquel il participait. Monsieur Truelove est arrivé ponctuellement à 8h30. Elle avait déjà préparé le salon, une lampe tamisée, le service à thé disposé avec la belle porcelaine, et sur la petite table près de sa chaise, le cadre couvert, le portrait caché. Il reposait là comme une question enroulée. Il se tenait raide sur le tapis, le regardant. « J'ai bien reçu votre message », a-t-il dit. « J'ai supposé qu'il concernait l'enquête en cours. »« Oui, oui, » dit calmement Miss Marple. « J'ai trouvé quelque chose que vous devriez voir. Mais avant, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais que la réponse soit très claire. » Il hésite. Elle croisa son regard. Saviez-vous que l'artiste, M. Sander, avait peint une version de Madame Linden qui n'a jamais été exposée au public? Le calme de Truelove vacilla. Il peignit plusieurs études. Certaines étaient inachevées, je crois. Pas celui-ci, dit-elle. Il était terminé. Il était, en effet, signé. Mais pas seulement par l'artiste. Il y eut un silence. Il s'avança vers le cadre, la main flottant au-dessus. « Je ne le ferai pas pour l'instant, » dit-elle doucement. « Voyez-vous, monsieur Truelove, je crois que si la peinture a été cachée, c'est parce qu'elle révélait une vérité que votre client ou quelqu'un d'autre trouvait inacceptable. » Sa main tomba. « Et quelle était cette vérité ?» demanda-t-il d'une voix trop douce. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle souleva le couvercle. Ses yeux restèrent fixés sur l'image. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, très doucement, il recula. « C'est grotesque, » murmura-t-il. « Ce n'est même pas flatteur. »« L'art est rarement vrai, » répondit-elle. « Et voyez-vous, ce n'était pas l'apparence de Madame Linden qui dérangeait qui que ce soit. C'était ce qu'elle laissait passer au second plan. » Il la regarda fixement, la bouche serrée. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Oh, je crois que oui, » dit-elle doucement. Le manteau sur la chaise, les initiales dans le coin. Le peintre n'est pas seul. Son silence, cette fois-ci, était délibéré. « Pourquoi avez-vous ramené le sac à main à la maison, monsieur Truelove ?»« Je l'ai déjà expliqué. Elle l'a laissé derrière elle. » « Mais il n'a pas été laissé, » dit Miss Marple. « Il a été pris. Par vous. Après son évanouissement. Parce que vous craignez ce qu'il pourrait contenir. Et parce que, contrairement à un journal intime, un tableau ne peut être réécrit. » Il prit une lente inspiration. Elle n'avait pas les idées claires. Elle était déterminée à déshonorer la famille. Cette pose ridicule aurait blessé tout le monde. J'essayais de l'empêcher. Miss Marple hocha lentement la tête, comme si elle acceptait ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Mais son ton était doux. C'est rarement la gentillesse, monsieur Truelove, qui pousse un homme à cacher des preuves. Il partit peu après, son manteau retroussé au col, le visage aussi pâle que la tasse en porcelaine qu'il avait laissée intacte. Pas de menace, pas d'emportement. Juste la dignité fragile d'un homme qui avait mal jugé ce que le silence pouvait protéger. Miss Marple resta près de la fenêtre après son départ, le portrait désormais découvert, regardant ses ombres s'allonger dans la lueur de la lampe. Elle aurait besoin de parler à l'inspecteur Forbes, et encore avec Laszlo Sander. Mais le plus urgent était de retourner à la salle paroissiale une fois de plus pour ne pas chercher ce qui avait été caché, mais pour quelque chose qui n'avait jamais été destiné à survivre. La salle paroissiale était plongée dans l'obscurité lorsque Miss Marple arriva.
L'unique lampe de sécurité au-dessus de l'entrée des commerçants projetait un cône jaune pâle sur le gravier. Elle n'avait pas à porter de lanterne, elle connaissait les couloirs, au doigt et à l'œil, et ses pas étaient aussi calmes que si elle arrivait pour une vente de pâtisserie, plutôt que pour récupérer un secret soigneusement égaré par le village. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de vieux vernis et d'une autre odeur, un parfum de moisi qui suggérait non seulement une négligence, mais une dissimulation. Elle se dirigea de nouveau vers le débarras de baie, mais cette fois, elle ne s'approcha pas de la toile. Ses yeux étaient rivés au sol. Les planches, observées avec curiosité, racontaient des histoires. Traces de pas, traînées de poussière, légère décoloration. Juste sous la fenêtre, une partie était plus usée que ses voisines, avec un mince espace irrégulier entre deux planches. Pas assez large pour attirer l'attention, mais pas naturel non plus. Elle s'agenouilla, grimaçant sous la pression exercée sur ses genoux, et appuya doucement sur le bord. Une planche bougea légèrement sous la pression. Un coup de levier avec la pointe de son parapluie la fit remonter. En dessous se trouvait une cavité peu profonde, mais juste assez large pour une boîte. Elle l'a soulevé. Il était enveloppé dans une toile cirée, nouée avec une simple ficelle. Sans étiquette, sans inscription. Elle dénoua le nœud avec un soin délibéré, comme pour déballer quelque chose de fragile. À l'intérieur, une pile de lettres, décolorées et enrubannées. Et tout au fond, un journal intime, le vrai. Pas le leur qui était apparu ouvert, près du bureau avec ses pages visiblement vides. Elle tourna la couverture. L'écriture était indéniablement celle de Madame Linden, audacieuse et irrégulière, comme si elle avait été écrite avec conviction, mais sans aisance. Elle commença à parcourir les entrées, chacune étant un discret fragment de confession. 4 mars. SS est revenu aujourd'hui. Il a apporté le tableau. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Il m'a demandé si je le pensais toujours. 5 mars. J'ai menti. Je lui ai dit que personne ne savait. Mais Edmond se doute de quelque chose, à sa façon de parler de Clarence, toujours avec distance. Je pense qu'il le croit aussi. 10 mars. Je ne peux pas le détruire. C'est vrai. Moi, peut-être, mais moi. Puis, plusieurs pages blanches, jusqu'à un dernier gribouillage. S'ils viennent me le demander, je dois cacher la vérité là où seule une personne gentille penserait à la regarder. Miss Marple referma doucement le journal et s'assit sur ses talons. C'est la gentillesse et non la force ou la peur qui avait façonné le dernier acte conscient de la veuve. Un bruit dans le couloir la fit se retourner, sans être bruyante, mais résolue. Elle se leva, rapidement, mais sans inquiétude, rangeant le paquet de toiles cirées dans son sac à main. Mademoiselle Marple, c'était l'inspecteur Forbes qui entrait dans la faible lumière provenant de la fenêtre. « J'avais le pressentiment que je pourrais vous trouver ici, » dit-il, à moitié désolé. Un membre du personnel de nettoyage voit quelqu'un entrer. « J'espérais bien qu'il le ferait, » répondit-elle. Il observa son expression, puis la planche détachée à ses pieds. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Oui, » dit-elle, « même si j'imagine que M. Truelove croit l'avoir trouvé en premier, ou qu'il l'a enterré correctement. » Forbes hocha lentement la tête, les bras croisés. On aurait dit qu'il avait retiré le journal et l'avait remplacé par un document vierge. « Oui, » dit-elle. Puis il paniqua en réalisant qu'il y avait plusieurs copies. Le portrait représentait une menace, mais pas le véritable danger. Ce sont les mots qu'il était. L'inspecteur a examiné le creux sous les planches. Et la femme de chambre ? Elle en a trop vu, dit Miss Marple à voix basse. Pas seulement ce qui a été pris, mais aussi qui l'a pris. Je crois qu'elle se cache, qu'elle ne disparaît pas. Mira n'est pas idiote. Elle sait ce que signifie être le témoin gênant dans un village tranquille. Ils sortent ensemble, la brume toujours intacte.
Elle a dit quelque chose d'étrange, vous savez, ajouta Forbes alors qu'il s'arrêtait près du portail, avant de s'effondrer à nouveau. Madame Linden, elle dit « Ce n'est pas la trahison qui m'a brisé, c'est le silence qui a suivi. » Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « Le silence a tendance à pourrir les poutres, » dit-elle. « On dirait qu'elles sont stables jusqu'au jour où elles cèdent sous nos pieds. » L'inspecteur la regarda. « Tu penses qu'elle voulait tout révéler ?»« Je crois, » répondit Miss Marple, « qu'elle voulait préserver quelque chose. La vérité, peut-être, ou la dignité. Mais elle estimait jusqu'où la respectabilité pouvait aller pour empêcher une fissure dans le plâtre. Ils se séparèrent sans un mot de plus. Ce soir-là, Miss Marple dépose le paquet dans un tiroir à linge, sous ses mouchoirs, non pas par souci de confidentialité, mais par souci de conservation. Le journal serait remis à Forbes le lendemain matin. Mais ce soir, il fallait le laisser quelque part pour éviter toute erreur de lecture. Elle resta un long moment à sa fenêtre, observant le village immobile, les lampes tamisées, les portes verrouillées, les rideaux tirés. Toutes les apparences étaient bonnes, aucune perturbation, aucun soupçon. Mais dans l'obscurité sous la surface, quelque chose avait changé, et quelqu'un dont elle était désormais sûre se déplaçait encore tranquillement dans son ombre. Le matin arriva, enveloppé d'un silence blafard, ce genre de silence voilé qui donnait l'impression au village entier de retenir son souffle. Church Lane était déserte, à l'exception d'un chariot de lait qui s'engageait lentement sur la place, les bouteilles tintant comme une horloge lointaine, annonçant une heure inéluctable. Miss Marple se tenait près de son portail, son châle noué haut sur son cou, et observait l'horizon comme si elle attendait que quelqu'un ou quelque chose en sorte. Et puis, sans aucune cérémonie, Mira apparut. Elle descendit le chemin avec une sorte de défi épuisé, son manteau froissé, les cheveux plaqués sous une casquette empruntée. Le sac en bandoulière était légèrement bombé, mais sa démarche suggérait qu'il n'était pas lourd. Miss Marple ne lui fit pas signe, ni ne l'appela, se contentant d'ouvrir le portail et d'attendre. Mira entra, clignant des yeux à cause de la chaleur de la cuisine. Elle s'assit, non invitée mais pas importune, et dégrafa son sac. « Je ne lui ai pas volé, » dit-elle aussitôt. « Je l'ai juste caché, après son arrivée. » Miss Marple a placé la bouilloire sur la plaque de cuisson. « Monsieur Trulove ?»« Non. » La voix de Mira se brise, le neveu du peintre. « Laszlo. Il disait vouloir ce qui était dû à son oncle, que le tableau n'était pas la seule chose volée. Il semblait désespéré, comme s'il pensait que cela prouvait quelque chose sur lui aussi. » Miss Marple remuait le thé d'une main mesurée. « Lui as-tu donné le journal ?»« Non, » dit Mira rapidement. « Mais il me voit le tenir. » C'était suffisant. Miss Marple l'étudie par-dessus le bord de sa tasse. « Il t'a fait peur. » Mira hocha la tête. « Pas seulement lui, tout, ses secrets, leurs regards, comme si elle n'était qu'une veuve avec trop de temps et trop de rideaux. Mais elle avait vécu, elle avait adoré ça, je crois, quelqu'un d'inattendu, et ça lui avait coûté cher. » Il y eut un long silence entre eux, de ceux qui prennent du poids plutôt que de combler l'espace. « Elle vous faisait confiance, » dit enfin Miss Marple. « Vous l'avez vue au plus fort de sa peur, et pourtant vous êtes resté. » Mira détourna le regard. « Je pensais que je lui devais bien ça. » À midi, l'inspecteur Forbes est arrivé. Miss Marple lui remit le journal retrouvé avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui réintègre un morceau brisé dans une mosaïque. Forbes, lisant les dernières entrées, resta silencieux pendant un long moment. Puis, elle allait tout révéler lors de la réunion de Harvest, n'est-ce pas? Elle essayait, répondit Miss Marple, à sa manière. Comme les femmes respectables essayent de manière indirecte, avec des signes et des symboles, espérant toujours que quelqu'un d'autre dira la vérité à haute voix.
Il se massait les tempes. J'ai parlé à Laszlo Sandor hier soir. Il a nié avoir vu le journal, mais a admis être venu à la maison il y a des semaines. Il prétend qu'elle lui avait promis quelque chose, une lettre de son oncle, a-t-il dit. Mais ensuite, elle a cessé de lui répondre. Il s'est mis en colère. Je me suis senti trahi. Il n'était pas le seul à ressentir cela, murmura Miss Marple. Forbes leva les yeux. Que voulez-vous dire? Elle se leva, se dirigea vers le buffet et revint avec le morceau de tissu brûlé qu'elle avait trouvé dans son propre foyer. Cela signifiait, je crois, que le mari de la veuve connaissait ou soupçonnait son implication émotionnelle, que le portrait n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un aveu, et qu'après sa mort, quelqu'un avait décidé que cet aveu ne devait pas lui survivre. Forbes étudie le billet, puis le remplace. La question est donc de savoir à qui profitait le silence et qui craignait le plus la vérité du portrait. Peut-être, dit Miss Marple, qu'ils sont une seule et même personne. Cet après-midi-là, une convocation discrète fut envoyée à Edmund Truelove. Il se présenta au bureau provisoire de l'inspecteur, au-dessus du bureau de poste, avec sa précision habituelle, son parapluie tranchant comme une baïonnette, son pardessus boutonné haut. « Vous désirez me voir ?» demanda-t-il, d'un ton non pas cordial, mais plutôt brièvement plein d'attente. Forbes fait un geste vers la chaise en face du bureau. « Oui, à propos des derniers documents de Madame Linden. J'ai déjà expliqué, elle fait des copies, interrompt Forbes, et pas seulement dans l'agenda. Truelove serait dit. C'est impossible, elle n'aurait pas eu accès à une machine à écrire. Elle avait une femme de chambre, dit Miss Marple du coin, qui était très compétente et très loyale. La mâchoire de Truelove a fonctionné. Vous suggérez, vous saviez que le tableau existait, dit Forbes à voix basse. Et vous êtes allé au chalet après son effondrement, non par inquiétude, mais pour vous assurer que tout document préjudiciable soit supprimé avant qu'il ne puisse changer quoi que ce soit légalement. Truelove se leva brusquement. Je ne me laisserai pas insulter ainsi. Je suis avocat. Oui, dit calmement Miss Marple. Et vous êtes profondément investi dans la préservation de l'héritage de votre oncle et peut-être de votre propre position dans une fiducie dont personne ne savait qu'elle avait été révisée. Il se figea. Pendant un instant, haletant, la pièce resta immobile comme une lame. Puis il se retourna et sortit, sans un mot, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Forbes soupira. Il s'entretiendra ensuite avec un avocat, je suppose. Miss Marple ne répondit pas. Elle observait la porte, l'air indéchiffrable. Dehors, la cloche de l'église a sonné pendant une demi-heure. À l'intérieur, Miss Marple fouilla dans son réticule et en sortit une enveloppe pliée. Non pas celle de la veuve, mais une lettre marquée d'un sceau inconnu. « J'ai reçu ça ce matin, » dit-elle. « Posté il y a 3 jours. Ça vient de quelqu'un qu'on avait oublié. » Forbes la regarda. « Quelqu'un, » dit-elle doucement, « qui n'a jamais quitté le village. » L'inspecteur Forbes tenait l'enveloppe dans sa paume, avec un respect prudent, comme si elle pouvait encore contenir quelque chose de volatile. Le papier était épais, couleur ivoire, avec un léger filigrane, non d'origine locale, et scellé d'un sceau imprimé à la cire bleue, presque incolore. Miss Marple, assise en face, sirotait son thé avec la sérénité de quelqu'un qui pressentait depuis longtemps la nécessité d'un acte final. « Il est arrivé par la poste, » dit-elle doucement. Pas d'adresse de retour. Mais sur le cachet, voyez-vous. Le S stylisé? Forbes fronça les sourcils. Sandor? Elle secoua la tête. Non. Salisbury. Plus précisément, le révérend Miles Salisbury. Ancien curé de cette paroisse, un nom discrètement effacé des archives il y a 14 ans. Forbes jeta un nouveau coup d'œil à l'enveloppe, cette fois avec un intérêt renouvelé. Avant votre époque, l'inspecteur Miss Marple continuait, mais pas avant la mienne. C'était un favori de la guilde des femmes. Il avait des manières douces, un beau baryton,
et, bien que jamais exprimé à voix haute, un penchant pour les visites tranquilles au conservatoire des Linden, le jeudi après-midi. Forbes ouvrit la lettre et la parcourut rapidement du regard. « C'est bref, » murmura-t-il. 2 paragraphes. Il avait entendu parler de l'effondrement de Madame Linden dans le Church Times, de tous les journaux. Il dit regretter de n'avoir jamais été honnête à propos du tableau, d'avoir posé pour lui une fois bêtement, sur son insistance. Il prétend avoir détruit la première toile. Mais plus tard, Sandor l'a peinte seule. Il dit que le portrait l'a toujours effrayé, non pas parce qu'il montrait quelque chose qui s'était produit, mais quelque chose qui avait failli se produire. Miss Marple posa sa tasse de thé. Elle n'a jamais eu de liaison, inspecteur, pas au sens figuré du terme. Mais son cœur, eh bien, les cœurs parlent souvent plus de vérité que les corps. Et son mari, je le soupçonne, a trouvé la preuve d'un sentiment qu'il n'a jamais vraiment compris. La violette pressée, vous vous en souvenez? Une fleur de loyauté discrète. Pas de séduction. Forbes se rassit, expirant lentement. Ce n'était donc pas la culpabilité qui l'a poussé à cacher le tableau. Non, dit Miss Marple. C'était une honte. Non pas à cause de ce qu'elle ressentait, mais à cause de la façon dont cela pourrait être utilisé. Par Edmund. Par les ragots. Par un village qui caricature la vérité dès qu'elle ne rentre pas dans son cadre. Il avait l'air pensif. Et Trulove, elle se confie à lui. Elle lui montra probablement le contenu du journal, peut-être même la lettre du révérend Salisbury. Et il y vit une menace pour sa réputation, certes, mais aussi pour son emprise sur le domaine Linden, qu'il gérait alors discrètement grâce à une fiducie révisée. Si le codicille de Clarence était découvert ou légitimé, il risquait de perdre beaucoup. Forbes a retourné la lettre. Et Laszlo? La voix de Miss Marple s'adoucit. Un neveu en deuil, arrivé trop tard. En quête d'un héritage, là où il ne restait que des émotions non résolues. Il avait peut-être tenté de récupérer le journal ou d'effrayer Mira pour qu'elle le lui remette, mais il n'avait rien manigancé. Il est devenu une note de bas de page. L'inspecteur hocha la tête, mais lentement. Et la femme de chambre? Elle vit un homme rendre le sac à main tard dans la nuit, alors qu'elle pensait que personne ne le regardait. Cet homme n'était pas Laszlo. Elle reconnut le parapluie, pas le visage. Forbes n'a pas demandé à qui appartenait ce parapluie. Il n'en avait plus besoin. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le feu crépitait doucement à côté d'eux. Y aura-t-il des accusations? Demanda-t-il, finalement. Miss Marple pencha la tête. Pourquoi, exactement? Par crainte du déshonneur, pour avoir caché des sentiments dans un tableau, pour avoir égaré la vérité au nom de l'ordre? Personne n'a porté de coup, inspecteur. Mais une vie a failli être effacée par omission. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. Il n'y a pas de crime à poursuivre, seulement des dommages au catalogue. Et peut-être, ajouta-t-elle, une réputation à reconsidérer. Plus tard dans la semaine, Madame Linden, désormais suffisamment rétablie pour pouvoir s'exprimer en phrases complètes, fut transférée discrètement dans une maison de convalescence près de Torquay. Le vicaire l'annonce du haut de la chaire, à voix basse, demandant des prières pour la guérison continue de son corps et de son esprit. Aucune mention n'a été faite du journal, ni du tableau, ni des années de silence qui s'étaient enroulées autour de sa vie comme du lierre. Le tableau ne fut jamais rendu au public. Laszlo Sandor partit quelques jours plus tard, emportant avec lui une copie de la dernière toile de son oncle, la seule qui n'avait pas été retouchée. Il ne laisse aucune adresse de réexpédition. Quant à Edmund Trulove, il se retira des affaires paroissiales avec une délicatesse qui frisait la disparition. Il commença à réduire ses déplacements, n'apparaissant qu'aux réunions trimestrielles des administrateurs et limitant ses visites au village, bien en dehors des heures de culte. Mira resta un moment, le temps de voir le jardin refleurir. Puis,
Un matin, elle partit, sa chambre rangée et sa dernière tasse de thé rincée et posée à l'envers, près de l'évier. Un mot pour Miss Marple disait simplement « Merci de votre écoute » quand les autres ne l'ont pas fait. La vie reprend son cours. La chorale de l'église répétait pour la Pentecôte, la guilde des femmes brodait de nouvelles nappes d'autel, et Madame Price Ridley déclarait n'avoir jamais aimé ce sac à main qui avait toujours été trop théâtral pour quelqu'un qui avait si peu d'amis. Miss Marple, comme d'habitude, n'a fait aucune objection. Un jeudi, elle passe devant la serre de l'ancien cottage des Linden. La fenêtre était ouverte. À l'intérieur, une violette solitaire, plongée dans un bocal d'eau trouble, était penchée vers la lumière. Elle s'arrêta. Et puis, tout doucement, j'ai continué à marcher.